Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au Collège de France, dans l'amphithéâtre Budet, pour ce deuxième cours qui concerne les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur l'environnement et surtout la santé humaine. Le sixième de notre série sur les relations entre l'environnement et la santé dans l'Anthropocène. Alors depuis le début de ces leçons, nous nous sommes promenés à la surface de la planète quand nous avons abordé l'effet des polluants atmosphériques, du plomb et aussi des perturbateurs endocriniens avec en Asie les drames de Yusheng et de Yusho, cette contamination de l'huile de riz par des PCB et des furanes avec des effets neurotoxiques que nous avons abordé à la fin du cours précédent. Sur la côte est américaine, où ce cluster de 6 puis 8 cas d'adénocarcinome ont été identifiés par Arthur Herbst dans un hôpital, et le lien avec l'exposition intra-utérine au distilbène a été fait. En Floride, où j'ai évoqué le problème de la féminisation des alligators en lien avec des mélanges d'organochlorés et notamment le DDT. Et je voudrais aujourd'hui vous ramener d'abord sur la côte est américaine pour revenir sur une famille de substances importantes qui constituent en fait les principaux perturbateurs endocriniens potentiels persistants qui sont encore sur le marché, puisque beaucoup des substances qu'on a évoquées sont interdites, ne sont plus produites, comme notamment les PCB ou d'autres organochlorés. Dans le cas des composés perfluorés, il s'agit de substances qui sont toujours largement utilisées. Alors, je parlerai plutôt de substances perfluoroalkylées qui désignent des molécules organiques dans lesquelles on a des atomes de fluor attachés à du carbone, avec donc cette répétition de séquence CF2, comme vous l'avez ici dans le cas du PFOA, qui est fait d'une chaîne carbonée de 8 atomes de carbone. Il y a de très nombreux composés dans cette famille qui ont été développés et dont une certaine fraction est commercialisée, plus de 4000 certainement. La plupart sont persistants dans l'environnement avec des demi-vies de plusieurs années et aussi persistants dans notre organisme avec des demi-vies variables et variables aussi entre les espèces. Certains d'entre eux sont utilisés notamment du fait de leurs propriétés tensioactives qui désignent en fait leur aptitude à être à la fois lipophile et hydrophile. Et ça, c'est le cas des substances perfluorées qui ont notamment un groupement tel que ici, ce groupement COOH, puisque en fait, la queue carbonée avec les atomes de fluor va être plutôt hydrophobe et donc lipophile, et puis ici, cette partie-là va être hydrophile. Et donc, ça permet, ça a différentes propriétés intéressantes, ça permet de solubiliser comme ça certaines micelles, et on va les utiliser, entre autres, dans des fluoropolymères qui sont des revêtements, par exemple sur les poêles antiadhésives, le téflon, ça ce n'est pas un nom très précis, mais ça désigne plusieurs substances perfluorées qui sont derrière ce nom, même si ça évolue et il est possible que maintenant il y ait le téflon, qui est une marque déposée, se fasse sans composés perfluorés, ou en tout cas sans les perfluorés historiques les plus préoccupants. Ils sont utilisés aussi dans les graisses qu'on utilise pour farter les skis, dans les mousses qui sont dans les extincteurs anti-incendie, et en fait on les retrouve dans beaucoup de substances et de produits d'ameublement du fait de leur aptitude à limiter le risque de taches, et donc les moquettes anti-taches, les tissus anti-taches sont en général imprégnés de perfluorés. Dans les emballages aussi
fast-food en papier, eh bien, le revêtement va permettre de limiter l'imprégnation des graisses. Donc, c'est des substances fortement produites. Et du point de vue des effets sanitaires, je ne vais bien sûr pas couvrir l'ensemble et juste évoquer le PFOA, qui, avec le PFOS, est un des deux composés perfluorés historiques sur lesquels on a le plus de connaissances qui viennent notamment d'un drame environnemental qui a eu lieu donc, sur cette côte est américaine, à la frontière entre l'Ohio et la Virginie de l'Ouest, où une usine de DuPont a relargué pendant un certain nombre d'années des composés perfluorés dans l'eau, contaminant donc l'eau consommée par les populations. Populations qui ont fait une action de groupe, comme c'est possible, et c'était possible dès les années 2000 aux États-Unis, du fait de préoccupations pour leur santé, à l'encontre de l'industriel. À l'époque, il y avait déjà des connaissances toxicologiques concernant les dangers de ces substances, qui n'ont pas été considérées comme certaines par le tribunal. Alors, au lieu de conclure qu'en l'absence de certitude scientifique, eh bien, on ne pouvait pas incriminer l'industrie, au lieu, inversement, de condamner l'industrie sans être sûr que ses effets étaient avérés, le jury a eu une démarche absolument originale et intéressante qui a consisté à demander de provisionner des moyens pour augmenter le niveau de preuve et les connaissances scientifiques sur cette substance, et a donc créé ce qu'ils ont appelé le C8 Science Panel, C8 pour le surnom de cette molécule de PFOA, dans lequel ils ont demandé à des scientifiques choisis par les deux parties sur lesquelles ils sont tombés d'accord d'indiquer le niveau de preuve concernant les effets sanitaires de ces perfluorés pour différents types d'effets, et conscient du fait que ce n'était pas facile d'arriver à une certitude scientifique, les juges ont demandé aux scientifiques simplement d'indiquer si pour eux, pour chaque événement de santé, il y avait un effet qui était plus probable qu'improbable du PFOA. Et donc des moyens ont été provisionnés de l'ordre de 70 millions de dollars, ce qui déjà à l'époque était considérable, qui ont permis notamment de faire des dosages dans une grande fraction de cette population, ce qui a facilité un certain nombre d'études épidémiologiques parmi les sujets exposés dans cette zone. Donc on est dans une situation assez unique où, face à l'incertitude, au lieu de ne pas conclure ou alors de trancher sur des bases un petit peu faibles, eh bien, le droit, la justice essaye d'augmenter le niveau de preuve et en quelque sorte soutient les connaissances et la génération des connaissances scientifiques. Démarche qui a permis donc de réaliser un certain nombre d'études, une douzaine d'études en 5 ans. On leur avait donné 3 ans, mais ils ont pu négocier un petit peu plus de temps, car il est clair qu'il faut un petit peu de patience pour arriver à des conclusions pas trop faibles. Et l'idée étant que pour les maladies considérées comme étant probablement ou possiblement associées à cette substance, eh bien, les personnes de la localité souffrant de cette maladie pourraient demander une indemnisation, et des provisions avaient été faites pour pouvoir réaliser cette indemnisation. Alors tout ça a été en partie raconté dans un film qui s'appelle Dark Waters, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et les conclusions des 3 épidémiologistes, Tony Fletcher, David Savitz et Kyle Steenland, étaient que pour un certain nombre d'événements de santé, 6 maladies sur les 55 qu'ils ont considérées, il y avait un lien qui était probable, plus probable que pas probable, avec le PFOA, more likely than not, comme ils disent en anglais, et qui étaient des pathologies thyroïdiennes, une augmentation des niveaux de cholestérol, des troubles hépatiques, le cancer du rein, le cancer du testicule, ce qui est très intéressant parce que c'est un cancer dont, comme j'ai déjà évoqué, l'incidence augmente, probablement du fait de facteurs environnementaux, mais qui sont très peu identifiés. Et le PFOA est un des rares
facteur de risque avéré de ce cancer du testicule. Et puis des effets dans le contexte des expositions pendant la grossesse, notamment la restriction de la croissance du fœtal, une réponse altérée à la vaccination, donc des problèmes immunologiques, et un retard dans le développement de la glande mammaire. Tout ça a donné lieu finalement à un settlement, un accord, quelques années plus tard, à la suite duquel DuPont a accepté de payer de l'ordre de 670 millions de dollars aux plaignants. Et il y a eu une situation similaire, cette fois dans le Minnesota, avec la compagnie 3M qui produisait aussi ces substances, avec là aussi une somme relativement importante, cette fois-ci pour restaurer, réhabiliter l'environnement. Donc voilà, là c'est uniquement le PFOA. La réglementation sur ces substances est en train d'être débattue au niveau européen. Et vous voyez les efforts qu'il faut pour augmenter fortement le niveau de preuve, déjà sur une base qui était relativement conséquente, avec pas mal d'études toxicologiques pour une substance. La réflexion actuelle au niveau européen, j'y reviendrai très rapidement à la fin, et de réglementer en groupe l'ensemble de ces substances et potentiellement de les restreindre globalement, sans forcément avoir de tests sur l'ensemble d'entre elles, sauf pour certains usages considérés essentiels. Donc ça, c'est une approche qui est originale, notamment parce que d'un point de vue toxicologique, on sait que la formule chimique est un prédicteur qui est très loin d'être parfait de la toxicologie. Donc il est clair que là-dedans, il va y avoir des faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des composés perfluoroalkylés qui en fait se révéleraient sans effet grave sur la santé si on les testait. Mais l'approche prudente de la Commission européenne, telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle et à ma connaissance pas tranchée, consiste à les interdire en groupe en l'absence d'éléments spécifiques sur une substance qui permettrait de modifier cette décision. Voilà, donc là, cette partie du cours sur les substances les plus persistantes s'achève ici, et je voudrais, dans la suite du cours, évoquer quelques substances non persistantes qui posent des grands défis aux études chez l'humain, et notamment le bisphénol A et le triclosan rapidement, avant d'attaquer les autres sections que j'essaye de passer en revue sur l'ensemble des polluants, à savoir la question des inégalités sociales d'exposition et la question de la gestion du risque, qui est une question tout à fait passionnante sur laquelle il se passe des choses au niveau européen. Et puis dans le séminaire qui va suivre, le professeur Kortenkamp de l'Université de Brunel nous parlera de l'enjeu essentiel des mélanges, dont il est le spécialiste ou un des spécialistes internationaux les plus éminents. Et c'est donc une question que j'aborderai uniquement extrêmement rapidement. Donc passons-en à ces substances peu persistantes. Là, dans le début du cours, la semaine passée, je vous ai surtout parlé de perturbateurs de l'axe œstrogénique, de l'axe thyroïdien. Et on va continuer avec l'axe thyroïdien, avec donc des composés tels que le bisphénol A et le triclosan, composés qui ont une spécificité bien particulière du point de vue de leur faible persistance dans l'organisme, qui va les distinguer du DDT notamment et des PCB. Alors, quand on s'intéresse aux effets des substances sur la santé, comme je l'ai illustré depuis plusieurs semaines, on peut, et en général c'est bien de s'appuyer sur des approches à différentes échelles, l'échelle moléculaire avec des tests tels que les approches de cristallographie présentées par William Bourguet la semaine passée, des tests cellulaires, par exemple, d'affinité aux récepteurs nucléaires, et là encore, les travaux de William Bourguet et Patrick Balaguer à Montpellier en fournissaient la semaine passée une excellente illustration, des approches de toxicologie in vivo, situations dans lesquelles on contrôle l'exposition. C'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes, certains qui ne sont pas un qui n'est pas exposé, ou plusieurs groupes témoins, et puis des groupes d'exposition croissante en général. Alors, exposition contrôlée, ça ne veut pas dire qu'on connaît parfaitement cette exposition, et en fait, il y a des enjeux
d'erreurs de mesure de l'exposition en toxicologie, qui sont liées au fait que si c'est une exposition par voie orale et qu'on a plusieurs animaux par cage, on n'est pas sûr que chaque animal va boire la même quantité d'eau additionnée, par exemple, de la substance qu'on veut tester. Qui a des comportements particuliers et en général, donc il n'y a pas une mesure parfaite, encore plus dans le cas de perturbateurs endocriniens et de substances ubiquitaires comme le bisphénol A ou des composés plastifiants comme les phtalates, qui sont des contaminants de l'environnement et qu'on retrouve partout, ce qui fait que ce n'est pas facile d'être certain que dans le groupe témoin, on n'a absolument pas d'exposition. Et dans les premiers travaux sur ces substances, en fait, on s'est rendu compte que bien souvent, le groupe témoin était un faux groupe témoin avec des niveaux de fond de la substance qui posaient peut-être pas de problème quand on testait des fortes doses, mais qui commencent à en poser quand on teste des doses très faibles. Donc il y a des enjeux d'erreur de mesure dans ces approches d'exposition contrôlée, mais enfin, on va considérer qu'ils sont plutôt plus faibles que ceux qu'on a quand on est dans des approches en population humaine, dans lesquelles on ne contrôle pas l'exposition et où ce sont les volontaires qui sont exposés du fait de leur comportement dans des situations qu'en général, ils n'ont pas identifiées comme les exposant à ces substances. Alors, peut-être qu'on va dire que ce n'est pas un problème parce que maintenant, on a et on peut s'appuyer, fort heureusement, depuis, disons, une vingtaine d'années, un petit peu plus en fait, selon les substances, mais pour les perturbateurs endocriniens, disons, une vingtaine d'années, sur des biomarqueurs qui quantifient de façon très précise, de façon analytique, les niveaux qui circulent dans l'organisme. C'est vrai dans une certaine mesure, et d'ailleurs, en général, ce n'est pas quelque chose qui est disponible dans beaucoup d'études de toxicologie, où ce qu'on a, c'est l'exposition, ce qui est ingéré par l'animal, mais on a assez rarement des prises de sang ou des analyses d'urine chez les animaux, d'abord parce que ce n'est pas simple du tout de faire des prélèvements individuels, par exemple d'urine, et aussi parce que la prise de sang va stresser l'animal, donc ça implique potentiellement d'avoir beaucoup plus d'animaux dans l'expérimentation. Alors, est-ce que vraiment ces biomarqueurs sont une panacée? C'est ce que certains disent. Par exemple, vous voyez cet article de mon collègue Enrique Schisterman, La révolution des biomarqueurs. C'est vrai qu'ils permettent de doser de façon quantitative, précise, sur un échantillon donné, des dizaines de substances. Ça, c'est les substances qu'on a quantifiées chez plusieurs centaines de sujets dans le cadre d'un projet européen sur l'exposome que j'évoquerai la semaine prochaine, le projet ELIX, avec des niveaux de sensibilité et une précision importante sur un échantillon donné. Et puis il y a maintenant aussi des approches non ciblées avec des outils de métabolomique qui permettent d'avoir potentiellement un nombre encore plus important de substances caractérisées, des fois de manière moins quantitative et moins précise. Donc une couverture plus large, mais peut-être un petit peu moins précise au niveau individuel. Toutefois, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'on n'aura pas tiré profit complètement de ces progrès technologiques réels du développement des biomarqueurs avec les outils de chromatographie, spectrométrie de masse qui sont derrière, tant qu'on n'aura pas résolu d'autres enjeux liés à l'exposition à ces contaminants chimiques et enjeux qui sont notamment liés à leur toxicocinétique. Alors, c'est quoi les enjeux qui sont liés en lien avec le recours aux biomarqueurs d'exposition chez l'humain? Il y en a plusieurs, je ne vais bien sûr pas tous les détailler. Le premier, c'est qu'il faut être conscient que ce qu'on va mesurer, c'est bien souvent une concentration circulante, urinaire, sanguine, dans le cheveu, ce qui n'est pas strictement l'exposition à laquelle on a accès en toxicologie. L'exposition, c'est ce qu'on ingère. Les niveaux circulants, c'est ce qu'on retrouve dans l'organisme. Pas forcément d'ailleurs de la substance mère, mais peut-être de ces métabolites qui sont plus faciles à identifier. Et vous pouvez très bien, à un niveau d'exposition donné, de sang, selon les individus, selon les espèces et selon les composés, avoir des niveaux circulants tout à fait différents selon qu'il va y avoir un stockage dans tel ou tel organe, selon qu'il va y avoir une excrétion par voie biliaire ou urinaire. Et donc, le lien entre cette exposition et la concentration n'est pas toujours trivial, même si c'est le rôle de la modélisation toxicocinétique de nous aider à passer de l'un à l'autre. Et c'est un des enjeux du dialogue entre la toxicologie qui se concentre plutôt sur les niveaux d'exposition et l'épidémiologie environnementale qui va plutôt avoir accès à des niveaux circulants.
Il y a des enjeux de biais de confusion qui, et ça avait été évoqué rapidement par Mark Weisskopf dans son séminaire, sont peut-être plus importants de façon qui peut surprendre a priori quand on s'appuie sur des biomarqueurs que quand on s'appuie sur des variables instrumentales, sur des mesures de l'exposition d'origine extérieure. Par exemple, mes comportements, voilà, la quantité de telle ou telle substance que je vais ingérer. C'est lié au fait, en fait que le biomarqueur est dans l'organisme et que ces niveaux peuvent être influencés par des paramètres biologiques spécifiques. Par exemple, voilà, le niveau circulant d'une substance dont on se pose la question d'effet sur un paramètre de santé va être influencé par le fait que je vais être peut-être déficient dans certaines enzymes qui métabolisent cette substance, qui vont, par exemple, cytochrome P450 ou d'autres, qui vont faire qu'à niveau d'exposition donnée, je ne vais pas forcément avoir le même niveau de tel ou tel métabolite de la substance qu'une autre personne qui n'a pas le même polymorphisme génétique ou qui n'a pas la même corpulence, avec des effets de dilution, de stockage qui peuvent être différents, ou qui pourrait avoir des problèmes rénaux qui vont faciliter ou pas l'excrétion de la substance. Et si ces caractéristiques biologiques, par exemple, une mutation sur le gène de cytochrome P450 ou du surpoids ou de la dysfonction rénale est liée aux paramètres de santé qui m'intéressent, eh bien, j'ai un biais de confusion dans l'association entre le niveau circulant du contaminant et la santé, alors que si je pouvais quantifier l'exposition plutôt que le niveau circulant, c'est-à-dire ce qui rentre dans l'organisme, eh bien, à supposer que cette exposition ne soit pas liée à ces paramètres biologiques, et on peut supposer, en tout cas dans le cas d'une mutation sur cytochrome P450, que ça ne va pas modifier mon comportement, le fait que je consomme plus de telle ou telle substance, eh bien là, je n'ai pas de biais de confusion entre l'exposition et la maladie. Alors que vous voyez, je l'ai ici, ce facteur biologique, et un biais de confusion pour l'association entre les niveaux circulants et le paramètre de santé. Donc voilà, un enjeu assez compliqué sur lequel je ne reviendrai pas, mais qu'il faut avoir en tête. D'autres enjeux sont liés au fait qu'avec ces biomarqueurs, on va potentiellement caractériser beaucoup de substances à la fois, et donc on a une problématique de comparaison multiple sur laquelle je reviendrai dans le cours sur l'exposome. On a aussi des enjeux liés à l'erreur de mesure, malgré la précision de la méthode. Alors bien sûr, la méthode peut ne pas être parfaite. Là encore, on va dire que c'est là où les spécialistes arrivent à s'en sortir le mieux. Et en général, il y a une bonne précision technique, même si pour les substances ubiquitaires que j'ai évoquées, les agents plastifiants, eh bien, dans la mesure où mes outils, les tubes et autres que je vais utiliser dans la préparation des échantillons vont être peut-être en plastique et contenir des agents plastifiants. En fait, ce n'est pas facile d'être sûr que toute la chaîne analytique n'ait absolument aucune contamination par cette substance. Et dans le cas de phtalate ou de bisphénol A, c'est des années de travail pour arriver à avoir une chaîne analytique complètement propre. Il y a des effets batch qui sont difficiles à contrôler, donc une répétabilité sur un même échantillon où je vais avoir une variabilité selon que je le quantifie à plusieurs jours de distance pour différentes raisons liées à l'erreur, disons, technique ou aux manipulations. Il y a des enjeux liés au choix du biomarqueur et à la matrice biologique dans laquelle je vais le quantifier, et au mode de collection de la substance, à la durée de transport, stockage, au nombre de cycles congélation, décongélation, et tout ce qui est derrière cela et sur lequel je vais maintenant dire un mot, et en relation avec la toxicocinétique de cette substance. Alors, je vais me concentrer là-dessus, et donc, quand on parle de toxicocinétique, de manière très simple et dans un modèle toxicocinétique simple, on peut regarder la demi-vie de la substance, qui est de l'ordre de 5 à 10 ans pour le DDT ou un de ses métabolites principaux, le DDE, de nombreuses années pour un métal comme le cadmium. C'est plus court pour la cotinine, une vingtaine d'heures, et ça dépend encore de l'âge, c'est différent pour les femmes enceintes et les enfants. Le mercure, quelques mois, le méthylmercure, pareil. Le plomb dans le sang, c'est peut-être de l'ordre de 1 à 2 mois. Dans les os, on a une demi-vie beaucoup plus longue. Maintenant, pour beaucoup de substances qui sont aujourd'hui commercialisées, parce que toutes ces substances, c'est en fait l'héritage de la première moitié du XXe siècle et avant, elles sont
sinon interdite, du moins assez fortement restreinte. Hein. Le mercure n'est pas interdit, le plomb n'est pas interdit et on y est tous toujours exposés. Il n'empêche que ce sont des substances anciennes dont on a démontré, avec un niveau de preuve assez fort, la nocivité sanitaire et environnementale. Les substances pour lesquelles on se pose des questions aujourd'hui, comme les pesticides de la famille, des familles autres que les organochlorés, comme les organophosphorés par exemple, les phtalates, les phénols, ont des demi-vies beaucoup plus courtes, plutôt de l'ordre de quelques heures, voire quelques jours. Ça se traduit par des variabilités dans l'organisme importantes. Vous voyez ici, on a demandé à quelques femmes enceintes, deux en fait, chaque courbe correspond à une femme, de recueillir l'ensemble de leurs urines sur une semaine. Elles se promenaient avec des petits packs, avec des packs de glace et elles mettaient ça dans le congélateur en fin de journée. Et on récupérait ça tous les 2-3 jours. Vous voyez pour le bisphénol A des variations assez importantes sur cette semaine et la même chose pour le triclosan. Ce qui fait que si vous appuyez sur un unique prélèvement d'urine pour caractériser l'exposition, ce qui a été fait pendant de nombreuses années et ce qui est encore fait aujourd'hui dans la plupart des études pour des raisons pratiques essentiellement, eh bien, vous allez avoir un niveau qui est totalement différent de celui que vous auriez si vous aviez recueilli l'urine le lendemain, voire quelques heures plus tôt ou plus tard. Donc vous allez avoir des réponses totalement différentes, bien que la chaîne analytique d'appareils utilisée soit extrêmement précise, mais c'est une précision qui est tout à fait illusoire, parce que si vous avez une précision inférieure au pourcent dans un appareil de mesure, mais pour quelque chose qui varie très fortement d'une heure à l'autre, je ne dis pas que vous gaspillez complètement votre argent dans la méthode analytique, mais il y a un enjeu central de réussir à contrôler cette variabilité, surtout si vous vous attendez à ce que l'effet sanitaire soit plutôt celui de l'exposition moyenne et pas celle de l'exposition au bisphénol A le mercredi à 13h58. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quelles sont les conséquences pour les études humaines ? Bon, plutôt que de dire que l'étude ne va pas donner de conclusion robuste, on peut se demander s'il n'y a pas des conséquences moyennes, régulières, liées au fait qu'on s'appuie sur un unique biomarqueur et un unique prélèvement biologique. Est-ce qu'on ne peut pas tirer des conclusions sur l'ampleur du biais ou l'incertitude induite par cette variation et le fait de s'appuyer sur un unique prélèvement urinaire ? Alors, quand on a commencé à travailler sur ces substances dans mon équipe, et avec mes collègues et notamment Claire Philippa, on a décidé d'entreprendre une étude de simulation pour prédire ces conséquences. On avait une certaine idée de ce qu'on allait attendre, mais on a cherché à le confirmer avec une simulation statistique dans laquelle on a supposé qu'il y avait un niveau d'exposition réel moyen qu'on appelle X ici, qui varie d'un sujet à l'autre, mais qui est dont on va supposer que c'est l'effet de la valeur moyenne, en tout cas, qui compte par rapport à la santé, et que les niveaux circulants de la substance qu'on va doser dans l'urine, par exemple, varient de façon un petit peu aléatoire, autour de cette valeur moyenne, avec une certaine amplitude. Et cette amplitude de la variation autour de la moyenne, on peut la quantifier par ce qu'on appelle le coefficient de corrélation intraclasse, ici ICC, et dont on a supposé qu'il pouvait être de 0,6, ce qui correspond à une variabilité réelle, mais pas trop forte. Vous voyez, quand on simule des sujets avec un coefficient de corrélation intraclasse de 0,6, ça ressemble à ça. 0,6, en fait, c'est le coefficient de corrélation qu'on a entre deux mesures quelconques faites chez un même sujet. Donc vous voyez que ce n'est pas fantastique comme corrélation. 0,6, ça veut dire que ça varie au cours du temps. Et on a pris une substance encore plus pénalisante avec un coefficient de corrélation intraclasse de 0,2, donc des variations intra-individuelles très fortes, ce qui fait que, vous voyez, normalement, en moyenne, le sujet bleu est inférieur aux deux autres, mais il y a des moments au cours de la période d'étude où si on faisait un prélèvement, on aurait l'impression que c'est le sujet bleu qui est plus exposé que le sujet en vert, par exemple. Donc on a simulé comme ça un grand nombre de sujets avec des variabilités différentes de ce qu'on mesurait dans les prélèvements biologiques, tout en faisant l'hypothèse que c'était bien la valeur moyenne chez chaque sujet, X, qui était associée à un paramètre de santé selon une relation linéaire extrêmement simple,
Donc notre paramètre de santé Y était lié à l'exposition réelle X avec ce paramètre, cette fonction affine, et avec une pente bêta qu'on a supposé être de moins 100 pour donc une diminution de 100 dans le paramètre de santé, par exemple le poids de naissance, pour chaque augmentation de 1 unité de l'exposition réelle qui n'était pas mesurée. Et pour quantifier l'efficacité des études qu'on réalisait, on a supposé que dans notre étude, on ne mesurait que les petits WI que je vous montre ici, qui varient au cours du temps, c'est l'exposition urinaire à un moment donné, dans un échantillon donné, et qu'on cherchait à le mettre en relation avec le paramètre de santé Y, pour lequel, lui, on ne supposait pas qu'il y avait de l'erreur de mesure. Et donc, quand on simule des études telles que celle-là, avec cette variabilité, qu'on répète ça un très grand nombre de fois pour avoir une idée de la distribution, on arrive à se rendre compte de l'erreur moyenne qu'on fait dans ces études épidémiologiques qui s'appuient sur un unique prélèvement biologique. En bleu, c'est la situation parfaite où on arriverait à mesurer X, la valeur de l'exposition sans erreur de mesure. Et vous voyez qu'on ne trouverait pas toujours 100, bien sûr, parce qu'il y a des fluctuations aléatoires, mais en moyenne, on a une distribution normale centrée autour de la valeur de moins 100, qui est celle qu'on avait mise par définition dans notre modèle. Donc ça, c'est un petit peu le témoin, en quelque sorte. Maintenant, quand je utilise l'exposition mesurée à un moment donné sur un prélèvement, les WI que j'ai évoqués tout à l'heure, vous voyez qu'en moyenne, je ne trouve pas moins 100, mais moins 60, donc un biais de l'ordre de 40% dans le sens d'une atténuation vers zéro, c'est-à-dire l'absence d'effet. La conséquence donc, de ce biais, c'est aussi que la puissance statistique, la probabilité que je vais avoir de mettre en évidence une différence statistiquement significative au seuil que j'ai choisi va décroître, parce que vous voyez que la dispersion est à peu près la même, mais que je me rapproche de zéro, donc il va y avoir beaucoup d'études, toutes celles-là probablement, pour lesquelles il n'y aura pas de différence statistique avec l'hypothèse H0, où on suppose qu'il n'y a absolument pas d'effet de l'exposition et que la valeur moyenne est de zéro. Ça, c'est ce qui se passe avec le composé variable, mais pas trop, avec un coefficient de corrélation intraclasse à 0,6. Quand on suppose une variabilité plus importante, de façon qui ne nous étonne pas, le biais est encore plus important, cette fois-ci de 80%. Au lieu de voir moins 100, eh bien, on a moins 20. Donc on perd les 4/5 de l'effet. Et d'ailleurs, l'amplitude de ce biais ne nous étonne pas. Dans la situation simple qui est la nôtre avec un unique prélèvement, on peut démontrer que l'amplitude du biais correspond à 1 moins le coefficient de corrélation intraclasse. Donc ICC à 0,2 ici, on a un biais de 1 moins 0,2 égale 0,8. Le paramètre est multiplié par 0,8, le paramètre estimé est multiplié par 0,8 par rapport à sa valeur théorique attendue. Donc ça nous donne une idée de ce qui se passe dans les études épidémiologiques qui vont s'appuyer sur un unique prélèvement biologique dans le cas de substances qui sont très fortement ou assez variables au cours du temps. On a aussi réalisé la simulation sous l'hypothèse où il n'y avait pas d'association entre l'exposition et la maladie, c'est-à-dire que le paramètre réel n'était pas de moins 100 mais de 0, et on a vérifié que, on a confirmé que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'augmentation du taux de faux positifs, c'est-à-dire que ces études qui s'appuyaient sur un échantillon biologique unique n'avaient pas tendance à plus souvent conclure à l'existence d'un lien entre l'exposition et le paramètre biologique si en réalité il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation ou du taux de l'erreur de ce qu'on appelle l'erreur de première espèce, ce qui est relativement rassurant. Ça veut dire que ces études, quand elles n'ont pas tendance à plus souvent observer une association quand il n'y en a pas, que des études qui s'appuieraient sur une mesure parfaite de l'association. Par contre, quand elles ne disent rien, il est bien possible que ce soit parce qu'elles sous-estiment fortement les choses, même si on ne peut pas savoir dans quelle fraction de cas c'est comme ça. Pour résumer de façon schématique, eh bien, dans les études épidémiologiques dans lesquelles on s'appuie sur un unique prélèvement biologique, au lieu de voir l'ensemble de la taille de l'iceberg, on en voit plutôt que la pointe, et c'est pas loin de vraiment de cette image, parce que dans le cas d'une substance très variable comme le bisphénol A, en fait, le coefficient de corrélation intraclasse est très proche de ce 0,2, et donc vraiment, on ne voit que 1/5 de l'effet. Donc si l'effet est 10, je me répète, on va voir 2. Donc ça, c'est préoccupant. Au moins, on a une idée de la façon dont ces études réagissent en moyenne. C'est pas mal, mais l'idéal, ce serait de réussir à régler le problème, le corriger. Et
En fait, en réfléchissant à la façon de corriger ça, on s'est appuyé sur d'autres travaux qu'on fait dans l'équipe, notamment sur les polluants atmosphériques pour lesquels, comme vous vous rappelez, en fait, on a aussi une variabilité temporelle assez forte au cours du temps dans une ville donnée, mais qui ne pose pas vraiment de problème dans la mesure où, si on s'appuie sur des stations de surveillance de la qualité de l'air, on a une mesure répétée toutes les demi-heures ou toutes les heures, et donc un suivi de cette variation. Et l'idée que nous avons eue est mise en œuvre, et notamment avec mes anciennes doctorantes devenues maintenant chercheuses, Claire Philippa et Céline Vernet, a consisté, et puis Flavie Perrier aussi, a consisté à se demander comment on pourrait avoir ces mesures répétées dans le cas de substances chimiques, et à chercher à avoir non pas un, mais plusieurs points de mesure qui nous permettrait de nous rapprocher de la valeur moyenne qui, si la moyenne est faite sur la fenêtre toxicologiquement pertinente, se rapprocherait du bon niveau de l'exposition. Et c'est ce qu'on a appelé la méthode de pooling intrasujet des échantillons biologiques, qui consiste à recueillir non pas un, mais plusieurs prélèvements chez un même sujet. Ces prélèvements peuvent, c'est une option, mais ils peuvent être poolés avant dosage, parce que quand on poole un fluide, en fait, ce qu'on va retrouver quand on dose une substance chimique dans le mélange, c'est en gros la valeur moyenne de ce qu'on avait dans l'ensemble des échantillons, avec certaines hypothèses sur le fait qu'on a un volume identique, bien sûr, de chaque échantillon, ce qui est facile à contrôler, voire une dilution urinaire identique, ce qui est potentiellement un petit peu plus difficile à obtenir dans chacun des échantillons. Mais la nécessité et la question de la correction pour la dilution urinaire fait débat, et en fait, dans certains travaux qu'on a faits, et notamment une publication de Claire Philippa, il n'est pas si clair que ça qu'on gagnerait à pouvoir contrôler pour cette dilution urinaire. Donc l'idée est toute simple, je fais plusieurs prélèvements, et éventuellement, je les mélange et je fais un dosage, ou bien, si j'ai davantage de moyens financiers, je fais un dosage dans chacune de ces substances, dans chacun de ces prélèvements, ce qui a l'intérêt de me permettre de caractériser cette variabilité temporelle. Vous voyez que, bien sûr, si je ne fais qu'un dosage dans le mélange, je vais voir cette valeur moyenne, mais je ne vais pas savoir quelle est l'amplitude des variations autour de cette valeur moyenne. On peut faire, bien sûr, une combinaison de ces différentes approches en gardant des échantillons individuels et en les dosant pour quelques sujets pour caractériser la variation temporelle. Et on n'a pas besoin de centaines de sujets pour caractériser cette variation temporelle, et en dosant le mélange uniquement pour le reste des sujets. Tout est possible, et on a détaillé ça dans les publications. Et quand on teste cette approche d'un point de vue théorique, on se rend compte que quand on passe de la situation où on a un unique prélèvement biologique, dans le cas de cet ICC à 0,6 avec le biais à 40% que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, à davantage d'échantillons biologiques, eh bien, le biais va diminuer et l'association va se rapprocher de la valeur théorique de moins 100, qui est ce que j'appelle l'effet réel ici, assez rapidement. Vous voyez, dans le cas de cet ICC à 0,6, dès que j'ai 5 ou 6 échantillons, le biais passe à 10% seulement, contre 40% quand j'ai un unique prélèvement biologique. Si la variabilité est plus importante, et donc le coefficient de corrélation intraclasse à 0,2, comme dans le cas du bisphénol A, il faut davantage de prélèvements biologiques à mélanger pour limiter fortement le biais à 10%, de façon assez logique. Et c'est plutôt de l'ordre de 35 à 40 prélèvements qu'il faut viser, vous voyez, qui nous permet d'avoir ce biais de moins de 10%. Et en même temps, de façon logique, la puissance statistique qui n'était que de 0,3 dans le cas d'un ICC de 20%. 0,3, ça veut dire que dans ces études, chez 500 sujets dans lesquels il y a un effet réel de moins 100, mais je m'appuie sur un unique prélèvement pour quantifier l'association, il n'y a que dans une étude sur 3 que je vais conclure à une différence statistique entre les exposés et les non exposés, du fait de l'erreur de mesure. Si je réussis à avoir 35 à 40 échantillons par sujet, avec le même nombre de sujets, 500, la puissance passe à environ 88-89%. Donc j'ai beaucoup plus de chances de voir quelque chose, j'ai un microscope beaucoup plus puissant, bien que le nombre de sujets n'ait pas augmenté. Mais ce qui a augmenté, c'est le nombre de prélèvements biologiques par sujet, ou dit autrement, l'erreur de mesure a fortement baissé. Donc cette approche de pooling intrasujet des échantillons biologiques permet de limiter fortement
les biais dans la relation dose-réponse et d'augmenter la puissance statistique sans forcément augmenter le coût de l'étude si je mélange les échantillons, même s'il faut admettre qu'il y a quand même un coût de recueil de ces échantillons répétés. Nous, dans notre étude dans laquelle on a mis en œuvre cette approche, il y a des attachés de recherche clinique qui circulent à travers la région avec des congélateurs pour récupérer les échantillons biologiques beaucoup plus fréquemment qu'on le ferait dans une étude qui s'appuierait bien sûr sur un unique prélèvement, surtout si on veut faire des recueils sur une période relativement longue. On peut aller plus loin et en s'appuyant sur cette formule théorique qui nous donne le biais, le bêta observé en fonction du bêta réel, qui dépend en fait du nombre d'échantillons et de l'ICC. Vous voyez que dans le cas où il y a un seul échantillon, je retrouve bien que le bêta observé, c'est le bêta réel fois le coefficient de corrélation intraclasse. Eh bien, en sachant ça, si je connais une estimation du coefficient de corrélation intraclasse, je peux aussi corriger mon bêta observé de manière à essayer de me rapprocher du bêta réel. Et donc c'est cette formule ici. Et on peut montrer que par rapport au pooling des échantillons biologiques que j'ai décrit là, la convergence vers une situation où on n'a pas de biais est plus rapide si j'ajoute cette correction statistique qu'on appelle la désatténuation a posteriori à mon estimation. Il faut faire attention parce que ça suppose que j'ai une bonne estimation du coefficient de corrélation intraclasse. Si je corrige par un coefficient sur lequel il y a une erreur importante, bien sûr, je risque d'accroître l'erreur en cherchant à la corriger. Enfin, ça nous donne une palette d'approches ainsi que d'autres outils de correction de l'erreur de mesure comme CIMEX et Regression Calibration qui peuvent être utilisés si je fais des dosages dans plusieurs échantillons par sujet, ce qui coûte un petit peu plus cher. Ce genre de simulation donc, nous permet de prédire la situation moyenne avec des études qui s'appuieraient sur un seul échantillon, et puis elles sont aussi très intéressantes pour calibrer et identifier a priori, réfléchir au design d'une étude qui chercherait à s'attaquer, à caractériser l'effet d'une substance sur la santé. Elle me permet de réfléchir au design optimal, au nombre de sujets à inclure. Vous voyez qu'ici, avec ce tableau, je montre l'impact en termes de biais et de puissance de l'accroissement du nombre de sujets dans l'étude. Je passe de 500 à 4000. Vous voyez que si j'ai un échantillon biologique par sujet et que je passe de 1000 à 2000 sujets, eh bien, de façon logique, le biais est toujours le même. L'estimation que je vais obtenir de l'association entre exposition et paramètres biologiques est de moins 20, alors que la valeur réelle est de moins 100. C'est toujours les mêmes hypothèses. Quand j'augmente l'effectif, le biais ne disparaît pas. Quand on a, par définition, du biais, l'effectif ne le limite pas. Le seul intérêt d'augmenter l'effectif, c'est que la puissance statistique augmente. Ça, c'est la colonne power ici. Elle passe de 13%, ce qui est très faible. J'ai une chance sur 7 ou 8 d'identifier l'effet dans ces études sur 1000 sujets versus une puissance de 0,22, donc une chance sur 4 ou 5. C'est-à-dire qu'une étude sur 4 ou 5 va conclure à une association statistiquement significative si je passe à 2000 sujets. Donc l'intérêt de l'effectif, c'est d'avoir une puissance statistique accrue, mais avec un résultat qui reste biaisé. Il est biaisé dans le sens où ce n'est pas la bonne valeur de la pente. Et donc si je mets cette étude dans une méta-analyse, elle va avoir tendance à atténuer l'effet réel de l'exposition par rapport à des études qui ne seraient pas biaisées. Une alternative à l'augmentation du nombre de sujets, et d'ailleurs qui n'est pas une alternative exclusive, consisterait non pas à augmenter le nombre de sujets, mais le nombre de prélèvements biologiques par individu. Et là, vous voyez que si je passe de 1 à 2 prélèvements biologiques par individu tout en restant à 1000 sujets, eh bien, la puissance statistique, qui était donc de 13%, passe à 21%, ce qui est à peu près ce que j'obtiens, vous voyez, 22%, quand je passe de 1000 à 2000 sujets. Et l'effet estimé passe de moins 21 à moins 34, ce qui est quand même important, c'est une augmentation en valeur absolue de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que je me rapproche de la valeur réelle, j'en suis encore loin, mais je m'en rapproche. Et donc vous voyez que comparé à cette étude où j'aurais 2000 sujets avec un seul prélèvement, où le biais serait de 80% et la puissance de 22%, eh bien cette étude sur 1000 sujets, elle aurait un biais d'uniquement environ 66% et une puissance de 21%, similaire à celle de la plus grosse étude. Ce qui fait que d'un certain point de vue, enfin même à tout point de vue, du point de vue de ces deux paramètres-là de biais et de puissance,
globalement, j'ai plutôt intérêt à faire cette étude sur 1000 sujets avec 2 prélèvements par sujet, plutôt qu'une étude sur 2000 sujets avec un seul prélèvement par sujet. Du point de vue aussi du coût, cette étude sur 2000 sujets et un seul prélèvement a des chances d'être aussi plus chère que celle avec simplement 1000 sujets. Donc dans certaines situations et dans des substances très variables, comme celle-ci qui a un coefficient de corrélation intraclasse de 0,2, il vaut mieux augmenter le nombre de prélèvements par sujet, en tout cas dans une certaine gamme, surtout si on part de 1 prélèvement par sujet, plutôt que le nombre de sujets dans l'étude. Donc les études où on vous dit 500 000 sujets, c'est parfait. En fait, si elles ont une forte erreur de mesure, elles ne sont pas forcément plus informatives qu'une étude sur 100 000 ou beaucoup moins de sujets, avec une mesure de l'exposition beaucoup plus précise. Je pense que quand on le voit de loin, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, mais quand on regarde la façon dont les études sont faites et la façon dont l'effectif des études est valorisé dans les publications scientifiques, on se dit que ce n'est pas quelque chose dont tout le monde a conscience. Donc il vaut mieux augmenter le nombre de prélèvements par sujet dans certaines situations que le nombre de sujets, et tout ceci est une conséquence d'une problématique plus générale, qui est qu'il vaut mieux avoir dans certains cas, avoir relativement peu de sujets avec une bonne mesure de l'exposition que beaucoup de sujets avec une erreur de mesure plus forte. Bien sûr, il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu, et notamment la fréquence de l'événement de santé. Si vous vous intéressez au cancer ou à des pathologies relativement rares, vous êtes obligé d'avoir un effectif assez considérable pour avoir un certain nombre de cas de cette pathologie dans votre étude. Donc cette approche qui consiste à recueillir plusieurs prélèvements par sujet, tout le monde, quand on l'a présentée au niveau international chez nos collègues épidémiologistes, nous disait qu'elle était théoriquement très intéressante, mais quand même pas pratique et pas faisable, parce que personne n'accepterait d'augmenter le nombre de prélèvements. C'était déjà assez compliqué d'avoir un échantillon d'urine ou de sang. Avoir 10 échantillons ou 50 échantillons d'urine, ce n'était pas réaliste. Donc on l'a faite, on l'a mise en œuvre pour avoir des éléments sur cette acceptabilité. C'est grâce à un financement de l'ERC dans la région de Grenoble. C'est la cohorte cépage, vous voyez, dans notre beau département de l'Isère, et je mets ici un mont qui est, je pense, un bon symbole de cette étude, c'est le mont Aiguille. L'aiguille symbolisant un petit peu le nombre élevé de prélèvements qu'on a fait dans cette étude. Alors, on n'a pas fait beaucoup de prélèvements sanguins, on en a chez les parents, les enfants, mais dans la mesure où dans le sang, on va doser les substances persistantes, augmenter le nombre de prélèvements dans le sang n'est pas essentiel à partir du moment où on en a aux principaux âges de la vie et chez tous les participants. C'est surtout les prélèvements d'urine sur lesquels on a fait un effort, et notamment la coordinatrice de l'étude, Sarah Lioncan, et tous les attachés de recherche clinique qui travaillaient avec elle. Les femmes de l'étude ont accepté de recueillir pendant plusieurs semaines de prélèvements, 2 ou 3, 2 semaines pour la plupart d'entre elles, de l'urine 3 fois par jour. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de problème particulier par rapport à ces prélèvements biologiques. Alors, les femmes étaient bien sûr informées de ce qu'on allait leur demander quand on les incluait, mais la plupart ont suivi très fidèlement cette partie du protocole. C'est pour d'autres éléments du protocole, et notamment les questionnaires assez longs sur leur comportement, sur le développement de l'enfant, notamment après la naissance de l'enfant ou du deuxième enfant, où les parents avaient beaucoup moins de temps à consacrer à ces questionnaires, qu'on a des problèmes de suivi et de protocole, beaucoup plus que sur ces prélèvements urinaires qui, en tout cas dans cette zone, et il faut reconnaître que à Grenoble, on a une population avec un niveau d'études et une sensibilité aux problèmes scientifiques pas du tout représentatif de la situation moyenne française. Mais en tout cas, dans cette zone-là, il n'y a pas eu de difficulté pour avoir ces échantillons biologiques. Ce qui nous a permis de valider empiriquement cette approche de pooling que j'ai validée et dont la simulation que je vous ai présentée constituait une validation théorique, et d'avoir une estimation des coefficients de corrélation intracasse, de la variabilité intrasujet pour un certain nombre de substances qui nous intéressaient à partir de prélèvements réels dans notre étude. Et vous voyez que pour la plupart des substances ici qui sont des phénols, à part les deux dernières colonnes qui correspondent à la créatinine et à la gravité spécifique, donc un marqueur de dilution urinaire, quand on a un unique prélèvement urinaire, on a un très faible coefficient de corrélation intraclasse, une très forte variabilité intrasujet. Ça ne nous étonne pas. Quand on a
un pool qui est constitué de la moyenne de tous les échantillons recueillis pendant une semaine, 21 échantillons en général, eh bien on est dans la situation en bleu, et vous voyez que la répétabilité, la corrélation entre deux échantillons chez un même, enfin deux poules d'une semaine chez un même sujet, devient, pour certaines substances comme le 2,5-dichlorophénol ou le butylparabène et dans une certaine mesure d'autres parabènes, très bonne. Pour d'autres substances, elle est assez bonne. En tout cas, on est passé pour la plupart d'entre elles au-dessus de 50%, avec des exceptions, et notamment le bisphénol A et le bisphénol S restent quand même assez variables d'une semaine à l'autre, même quand on s'appuie sur une vingtaine d'échantillons. Est-ce que c'est dû à la toxicocinétique ou à la variabilité des expositions pendant la grossesse ou, voilà, c'est pas facile. Notre étude ne permet pas de le dire. Mais toujours est-il que par rapport à la situation où on avait un unique échantillon biologique, en tout cas pour le bisphénol A, il y a un progrès net, mais qui n'est pas parfait. Bon, le bisphénol S se comporte de manière particulière, mais on a un taux de détection plus faible pour le bisphénol S. Bien, voilà pour ces considérations générales sur les enjeux métrologiques de quantification de ces expositions fortement variables chez l'humain. Vous voyez que les biomarqueurs ne sont pas une panacée, mais qu'il y a des approches, et notamment qui consistent simplement à prélever des échantillons répétés au cours du temps chez chaque sujet, qui permettent de limiter l'impact de cette variabilité intra-individuelle et d'espérer avoir une quantification moins biaisée de la relation dose-réponse entre l'exposition et des pathologies. Après cette longue introduction méthodologique, je vais en venir aux effets de ces substances peu persistantes, substances pour lesquelles, étant donné que ces approches que je viens de vous présenter sont encore très peu utilisées, notre étude est une des premières et elle a été réalisée en 2014-2017 du point de vue du recrutement, donc les enfants ont actuellement 7 à 8 ans pour les plus âgés, et on est loin d'avoir analysé l'ensemble des données. Donc on va beaucoup s'appuyer toujours sur des connaissances toxicologiques pour d'abord le bisphénol A qui est une substance qui a été synthétisée à la fin du 19e siècle, qui a été étudiée par Charles Dodds dans les années 30, quand, vous vous rappelez, on avait découvert le stradiol et qu'on se demandait s'il n'y avait pas des produits chimiques de synthèse qui pouvaient avoir des effets œstrogéniques. Il a testé, Dodds, le bisphénol A, et il s'est rendu compte qu'il avait une certaine œstrogénicité, mais qui n'était pas aussi forte que celle du distilbène, que malheureusement il a retenu en tant que médicament à prescrire, avec les conséquences dramatiques dans le cas d'exposition pendant la grossesse qu'on a évoqué la semaine passée. Et donc ce bisphénol-là n'a pas été utilisé comme médicament, mais l'industrie s'est demandé ce qu'elle pouvait en faire et s'est rendu compte notamment qu'il était possible de polymériser cette molécule de bisphénol A pour obtenir une substance, un polymère, le polycarbonate, qui avait des propriétés extrêmement intéressantes, d'être une matière transparente, très résistante, incassable quand elle chute, et donc d'être un substitut assez intéressant au verre, et notamment comme contenant alimentaire. Aujourd'hui encore, les 2/3 de la production de bisphénol A, c'est pour faire du polycarbonate. L'essentiel des polycarbonates, c'est du bisphénol A. Donc le bisphénol A, d'une certaine manière, c'est un constituant essentiel des plastiques. Ce n'est pas un plastifiant comme les phtalates, ce n'est pas un additif, mais c'est vraiment le composé essentiel du polycarbonate. Polycarbonate qu'on n'a pas utilisé pour faire des bouteilles d'eau minérale, comme on l'entend parfois en France. Par contre, les grands réservoirs d'eau qu'il pouvait y avoir dans les bonbonnes, les salles d'attente, par exemple chez le médecin dans le passé, étaient constitués de polycarbonate. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le polycarbonate, c'est le constituant de montures de lunettes, voire aussi de certains verres de lunettes. Les CD, c'est du polycarbonate. Énormément de matériaux d'aménagement intérieur sont aussi faits en polycarbonate. Le bisphénol A, les 25 à 30% restants de la production, à quelques pourcents près qui sont utilisés à d'autres fins, est aussi utilisé pour faire des résines époxy ester ou vinyle ester, qui ont notamment été utilisées pour tapisser l'intérieur des boîtes de conserve et limiter la corrosion.
ce qui montre donc un certain nombre d'usages, notamment alimentaires, mais en fait dans l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui a priori n'inquiétait pas ceux qui ont proposé de l'utiliser, dans la mesure où la molécule n'était pas sous la forme de monomère, mais liée soit sous forme de polymère, soit liée de façon covalente à d'autres molécules. On verra ce qu'il en est. Toujours est-il que le bisphénol A est une des substances chimiques les plus produites encore aujourd'hui. Les chiffres un peu anciens que je vous montre ici, 2016, sont de production mondiale de l'ordre de 2,2 millions de tonnes. Et du point de vue toxicocinétique, c'est donc, et je l'ai déjà évoqué, une molécule avec une très faible persistance dans l'organisme et qui peut traverser le placenta et induire une exposition fœtale dans le cadre d'une exposition pendant la grossesse, avec des travaux très intéressants faits chez la brebis par nos collègues de Toulouse, notamment à Toxalim, avec la toxicocinétique du bisphénol A, du bisphénol S chez la mère et dans le compartiment fœtoplacentaire. Alors, donc on est avec cette molécule qui a une faible capacité œstrogénique et qu'on utilise comme contenant alimentaire, mais qui est liée de façon covalente dans ce polymère et qui est utilisée comme ça à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, sans qu'il y ait forcément énormément de tests, parce qu'a priori, on ne s'attendait pas à ce que ça contamine la chaîne alimentaire. Sauf que dans les années 1990, certaines équipes de recherche de biologie un petit peu fondamentale, comme cette équipe de Stanford, l'équipe du professeur Feldman, se rend compte dans certaines cultures bactériennes qu'ils font qu'il y a des effets œstrogéniques un petit peu particuliers qui apparaissent dans leur culture. Ici, ils travaillent sur la levure, dont ils n'arrivent pas à identifier l'origine et qui considèrent être liés à une contamination, mais dont la source n'est pas facile à identifier. Et en fait, après un certain temps et certains travaux, ils se rendent compte que cet effet œstrogénique vient des flasques de polycarbonate qu'ils utilisent pour leur milieu de culture, flasques qui sont réutilisées et qui sont donc autoclavées, nettoyées un grand nombre de fois à haute température. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, sous ces effets un petit peu d'abrasion et de température élevée, en fait, le polymère de bisphénol A, le polycarbonate, relargue des molécules de bisphénol A qui ont l'effet œstrogénique et qui expliquent l'effet œstrogénique observé ici sur la levure. Ça déclenche une nouvelle vague de travaux sur le bisphénol A et un débat, je dirais, assez intéressant rétrospectivement et un petit peu violent à l'époque, qui va opposer de manière très schématique ce qu'on peut appeler la toxicologie réglementaire, c'est-à-dire une toxicologie qui est réalisée particulièrement plutôt par des sous-traitants de l'industrie qui sont chargés de tester les substances pour faire les dossiers d'autorisation avant leur mise sur le marché au niveau européen, au niveau américain, qui travaillent sur des tests un petit peu standardisés, selon ce qu'on appelle les Good Laboratory Practices, qui définissent un ensemble de règles à suivre, tests qui sont validés au niveau international, notamment au niveau de l'OCDE, mais qui font l'objet de validations un petit peu lentes, donc qui sont des tests assez conventionnels, et qui ne voient pas d'effet particulièrement inquiétant du bisphénol A, en tout cas, ils n'en voient pas à des doses inférieures à celles auxquelles il y a une toxicité systémique. Vous voyez cette étude faite par Rochelle Thiel, qui est une toxicologue qui travaille chez une de ces compagnies contractantes de l'industrie. Vous voyez, ce papier indique leur étude de validation pour identifier les valeurs d'exposition limites financées par l'industrie qui va produire ce bisphénol A. Eh bien, elle conclut qu'il y a un effet systémique, c'est-à-dire sur le poids de l'animal, qui est l'indication d'une toxicité systémique, à des doses d'environ 5 mg de bisphénol A par kilo de poids corporel et par jour. Et que les doses qui induisent des effets sur la reproduction qu'on pourrait attendre du fait du caractère œstrogénique du bisphénol A sont plutôt 10 fois plus importantes, ce qui pour eux n'en fait pas un toxique de la reproduction spécifique. Alors en même temps, il y a des travaux de la toxicologie non réglementaire qui sont faits dans des laboratoires de recherche qui
peuvent s'appuyer sur certains de ces tests, mais qui considèrent aussi que beaucoup des tests qui sont là, qui sont des tests sur le poids des organes, la fécondité, la survie de la descendance, qui considèrent des problèmes biologiques bien sûr importants, mais qui ne sont pas forcément très sensibles. Un test typique d'œstrogénicité, c'est le poids de l'utérus. Bien sûr, si le poids de l'utérus varie, c'est le signe qu'il y a un problème, mais en fait, il peut y avoir des effets œstrogéniques sans qu'on arrive à cette variation du poids de l'utérus, qui n'est pas toujours détectable, en plus, si on a peu d'animaux dans l'expérience. Cette toxicologie académique, on va dire, qui est celle des laboratoires de recherche, elle voyait des effets sur différentes fonctions, et notamment la fonction de reproduction, à des doses beaucoup plus faibles. Et ce travail de Rochelle Thiel, qui résume le débat, dont elle était bien consciente, rappelle que dans certains cas, au même moment, dans les années 2010, des études de toxicologie académique qui travaillaient sur d'autres endpoints, sur d'autres effets biologiques que la survie des fœtus ou le poids des organes, voyaient des effets plutôt à des doses de l'ordre du nanogramme par... cette fois-ci, c'est de l'ordre du microgramme par kilo de poids corporel et par jour d'exposition, au moins un facteur 1000 en dessous de la dose identifiée comme non préoccupante à partir des études de la toxicologie réglementaire. Donc ce débat, il s'est étendu sur, disons, les décennies 2000-2010, et j'ai envie de dire, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, dans le cas du bisphénol A, il a été clos par la publication récente du rapport de l'EFSA qui synthétise les connaissances sur les effets du bisphénol A. EFSA qui aujourd'hui apporte un soin particulier au traitement des conflits d'intérêts, donc c'est vraiment fait par des experts indépendants qui sont très stricts dans les études qu'ils choisissent et donc ont tendance à exclure beaucoup d'études, de mon point de vue, notamment les études humaines dont ils sont rarement convaincus, mais qui a amené à réviser les niveaux d'exposition au bisphénol A. Ces niveaux d'exposition, en fait, dans les années 90-2000, en fait, ils s'appuyaient sur cette idée que la NOEL, la dose à laquelle on n'observe pas d'effet, qui est un concept très compliqué qui pourrait être débattu et qui dépend complètement en fait, de la façon dont on cherche cet effet, bien sûr, et du nombre d'animaux qu'on va avoir, mais en général, ils utilisent un effectif constant, donc il y a une certaine comparabilité entre les études d'animaux. Cette dose qui était de l'ordre de 5 mg par kilo de poids corporel et par jour a entraîné la fixation d'une dose d'exposition journalière tolérable, le Daily Tolerable Intake, qui était de l'ordre de 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, c'est-à-dire environ un centième de cette valeur de 5 mg. On divise par 100 pour prendre en compte des incertitudes. C'est un facteur de sécurité qui est lié à la variabilité intra-individuelle de la sensibilité et au passage d'une espèce à l'autre, puisque les expérimentations sont faites plutôt chez les rongeurs et ces valeurs s'appliquent chez l'humain. Donc vous voyez, on avait ce niveau maximum d'exposition quotidienne de 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour en 1986. En 2015, en synthétisant la littérature toxicologique, l'EFSA a recommandé une diminution assez drastique qui les a amenés à 4 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Et là, dans leur rapport de 2021, qui est en train d'être validé, ils proposent un passage, comme vous le voyez ici, à 0,00004 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, soit 0,04 nanogrammes par poids corporel et par jour, une division par plus de 1 million par rapport aux doses considérées sans problème dans les années 80. Ce qui fait d'ailleurs, en passant, que là où, jusque dans les années 2010, on considérait que l'essentiel de la population était dans une zone non problématique inférieure à cette exposition quotidienne de 4 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, on a maintenant une proportion très importante de la population générale dont les niveaux dépassent cette exposition ici de 0,04 nanogrammes, qui est au-dessus de cette valeur recommandée. En proposant cette diminution de la valeur maximale d'exposition quotidienne, l'EFSA reconnaît que ces études qui mettent en évidence des effets à des doses extrêmement faibles sont valides et que donc d'une certaine manière, dans le cas du bisphénol A, les approches un petit peu classiques avec des tests qui, je le répète, mettent pas mal de temps à être développés et qui ne couvrent pas l'ensemble des modalités de la perturbation endocrinienne, sont limités, trop lents pour identifier des effets pas assez sensibles. Alors,
c'est un petit peu les limites en fait, de cette biologie prédictive que j'essaye en même temps un petit peu de vous présenter et d'une certaine façon dont j'essaie de vous convaincre de la validité à un certain point de vue quand j'essaye de présenter la cohérence entre les connaissances aux différentes échelles. À savoir que, oui, c'est vrai, le bisphénol A est un facteur œstrogénique relativement faible par rapport à l'œstradiol, à l'œstrogène naturel. Vous voyez, en rouge, c'est la courbe d'affinité et l'effet de l'œstrogène naturel. Plus on est à gauche, c'est en moins log de puissance, en moins log, c'est une échelle moins log. Donc ici, on a un effet à 10 puissance moins 9 de l'œstrogène naturel. Pour le bisphénol A, il faut plutôt des concentrations de l'ordre de 10-5, 10-6, donc 1000 à 10 000 fois plus importantes pour avoir un effet similaire, une affinité similaire avec le récepteur aux œstrogènes. Donc quand on voit ces choses-là, on se dit oui, on ne s'attend pas non plus à ce qu'il y ait des effets sanitaires spectaculaires du bisphénol A. Et il y a une certaine logique à ça. Le seul problème, c'est que ce raisonnement fait l'hypothèse que la voie œstrogénique est la seule voie d'effet du bisphénol A. Ça fait aussi l'hypothèse que le récepteur nucléaire qu'on a synthétisé ici et qu'on teste est générique, et en fait, on sait que d'une espèce à l'autre, il va y avoir une sensibilité qui peut être variable. D'ailleurs, c'est un des récepteurs aux œstrogènes, il y en a d'autres. Et quand on teste le bisphénol A sur d'autres récepteurs nucléaires, on se rend compte qu'il a aussi une affinité pour le récepteur au glucocorticoïde, là encore, qui n'est pas extrêmement forte, hein, pour le récepteur CAR, cette fois-ci avec une affinité assez faible, hein, vous voyez, dès la gamme des 10-9, ou bien encore pour le récepteur PXR, le Pregnan X récepteur, qui a aussi été évoqué par William Bourguet la fois précédente. Donc quand vous avez une substance qui, cette fois-ci, va pouvoir avoir des effets sanitaires par différentes voies, et là j'ai uniquement certaines modalités endocriniennes, c'est loin d'être l'ensemble des voies d'effet du bisphénol A, ben, c'est beaucoup plus difficile de prédire la dose ou une innocuité à une certaine dose, parce que vous ne savez pas bien ce que peut faire une action combinée sur différents récepteurs, action combinée qui peut se faire à des doses variables et donc avec des voies différentes qui s'allument à des concentrations différentes. On a ce matin dans la salle le professeur Domenech, donc je ne vais pas oublier l'axe thyroïdien, qu'on ne peut pas tester facilement l'affinité, c'est probablement pas une affinité directe avec l'axe thyroïdien, mais la toxicologie animale indique pour le bisphénol A, en tout cas quand on synthétise les études qui ne sont pas faites chez les rats, sur T4 ou T3, assez probablement les hormones thyroïdiennes. Donc en fait, ce bisphénol A va pouvoir interagir à la fois avec le récepteur au glucocorticoïde, avec plusieurs récepteurs aux œstrogènes, il va pouvoir perturber l'axe thyroïdien, il va aussi pouvoir perturber la voie pi par gamma. Chacune de ces voies peut avoir des effets sanitaires variables et différents et ont des effets, sont liés à des fonctions différentes, notamment la prise de poids, l'adipogénèse, le neurodéveloppement de façon importante pour l'axe thyroïdien, probablement aussi l'immunotoxicité et la nouvelle dose limite proposée par l'EFSA s'appuie sur les effets sur des cellules immunitaires, TH17 en l'occurrence. Et puis il ne faut pas oublier qu'en plus de ces différents axes hormonaux, le bisphénol A a des effets de stress oxydatif, des effets aussi épigénétiques qui peuvent être liés aux effets sur ces différents récepteurs nucléaires, et donc une multitude de mécanismes par lesquels il va pouvoir agir sur l'humain. Cet axe thyroïdien, donc cette perturbation de l'hormone thyroïdienne, quelles peuvent être ses conséquences? Je vous indique ici le neurodéveloppement. Pourquoi? L'hormone thyroïdienne, chez l'adulte, elle a des fonctions essentielles qui sont de contrôle de l'homéostasie, notamment de la température, de la fonction cardiaque et du rythme cardiaque, de l'humeur, de la concentration. Ce sont des effets qu'on observe dans le cas d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Des effets sur le métabolisme. Maintenant, quand on est chez la femme enceinte ou au premier moment de la vie, cette hormone thyroïdienne contrôle aussi le développement du cerveau du fœtus. Vous voyez ici, dans cette cohorte hollandaise, l'association entre le volume du cortex du nouveau-né,
mesurés par imagerie, et les niveaux circulants d'hormones thyroïdiennes maternelles. On est vraiment dans une gamme de concentration très faible, la picomole par litre, et il y a une valeur optimale qui n'est pas la valeur ni minimale ni maximale, mais qui est une certaine valeur. Quand je m'en écarte dans un sens ou dans l'autre, il va y avoir une diminution du volume du cortex de l'enfant, avec potentiellement des conséquences sur la fonction neurologique. Donc ça illustre à nouveau, si besoin était, les effets des hormones à des doses extrêmement faibles et les relations non monotones entre ces hormones et la santé, effets non monotones et à faible dose qui peuvent être suspectés et qui, dans le cas du bisphénol A, sont avérés, très clairement en tout cas pour les effets aux faibles doses, donc pour ces perturbateurs endocriniens. Donc du fait de ces multiples voies d'action du bisphénol A sur la santé, eh bien, les effets sanitaires possibles sont importants, et dans cette synthèse très récente, l'EFSA indique comme effet possible dans leur approche de poids de la preuve, notamment des effets sur le métabolisme et notamment sur l'acide urique. Ils ne retiennent pas des effets sur l'obésité comme étant likely, mais simplement as likely as not. C'est un niveau de preuve assez faible et qu'on pourrait discuter. Hein. Ils retiennent des effets carcinogéniques as likely as not, aussi probables que improbables, donc 50% de preuves si on veut, pour des effets sur l'histologie de la glande mammaire, avec beaucoup de travaux ici, notamment de l'équipe de Anna Soto et Carlos Sonnenschein et d'autres, sur l'histologie de la prostate, avec aussi pas mal de travaux, et sur l'histologie de l'utérus, avec cette fois-ci un effet considéré comme probable. Des effets de reprotoxicité, mâles et femelles, et peut-être que le professeur Kortenkamp reviendra sur ces aspects de fertilité masculine en lien avec le bisphénol A. Des effets neurotoxiques, à la fois du point de vue neuromorphologique, avec une altération du nombre de neurones dans l'hippocampe, notamment, sur les fonctions du système nerveux, avec une perturbation de l'activité de l'acétylcholinestérase, sur le comportement, et notamment du point de vue de l'anxiété et peut-être aussi des phénomènes d'apprentissage et de mémoire. Des effets aussi d'immunotoxicité, tous jugés comme probables, notamment du point de vue de l'inflammation et notamment de l'inflammation pulmonaire allergique ou de l'immunité cellulaire. Je vais passer rapidement en revue certains éléments concernant ces effets sur l'anxiété, même si vous voyez que c'est vraiment une faible partie des dangers suspectés du bisphénol A. Chez l'animal, vraiment, le niveau de preuve est, bon, ici il est indiqué comme probable. On a vraiment de nombreuses études qui indiquent cette induction de l'anxiété chez l'animal par le bisphénol A. C'est testé notamment, comment est-ce qu'on teste l'anxiété par le caractère l'activité exploratoire des animaux. Vous voyez que leur aptitude l'exploration qu'ils vont faire de l'environnement dans lequel ils se trouvent n'est pas le même chez les animaux exposés au bisphénol A, animaux qui ont tendance à rester le long de la pièce et à aller assez rarement explorer la partie centrale de la pièce, comme si ils se sentaient moins à l'aise dans cette pièce, et c'est considéré comme un marqueur de l'anxiété chez l'animal. Donc vous voyez ici de façon quantitative la diminution de la distance parcourue par, en l'occurrence, les souris exposées au bisphénol A. Bon, on a de nombreuses études qui vont dans ce sens que je ne vais pas détailler, mais qui font vraiment que très clairement ce bisphénol A est capable d'induire cette anxiété chez l'animal. Ça justifie de le réglementer. On a, entre guillemets, pas réellement besoin de preuves certaines chez l'humain. Preuves chez l'humain qui, de toute façon, sont très compliquées à obtenir du fait de ce que j'ai évoqué tout à l'heure en lien avec la variabilité très forte du bisphénol A, qui fait que même si on dose précisément le bisphénol A dans un échantillon d'urine, ça va rarement représenter l'exposition moyenne sur une période toxicologiquement pertinente, comme un mois donné de grossesse ou l'ensemble de la grossesse. Donc il faut garder ceci en vue, même quand on poule des échantillons urinaires, on mesure de manière imparfaite cette exposition au bisphénol A, du moins tant qu'on a simplement quelques dizaines d'échantillons urinaires qu'on mélange. Il y a toutefois un certain nombre d'études chez l'humain qui rapportent des associations entre les niveaux de bisphénol A et le comportement de l'enfant.
c'est mesuré par des échelles de questionnaires qui sont posés aux parents, des fois aux professeurs, sur donc le comportement de l'enfant, comportement d'agressivité, d'ouverture vers l'extérieur ou plutôt d'introversion. Et dans un certain nombre de ces études, on observe des associations. Ce n'est pas facile de faire une synthèse. Enfin, il y a cette revue de Vicente Mustiales qui a été publiée en 2015. Vous vous rappelez que la simulation que j'ai évoquée nous indiquait que l'erreur de mesure était susceptible d'atténuer en moyenne l'association, mais pas d'augmenter la proportion d'études faussement positives qui concluraient à tort à l'existence d'une association. Donc même si la plupart de ces études mesurent l'exposition avec un unique prélèvement urinaire, à l'exception notamment des études de Joseph Brown où ils avaient des mesures répétées du bisphénol A avec une diminution des scores d'hyperactivité chez l'enfant en lien avec le bisphénol A, eh bien, cette problématique de l'erreur de mesure est peu susceptible d'augmenter fortement le nombre d'études qui concluent à une association. Donc, ce n'est pas une raison pour exclure et invalider toutes ces études. Dans la cohorte cépage que j'ai évoquée tout à l'heure, où on a cette quarantaine de prélèvements biologiques urinaires pendant la grossesse, on a commencé, et c'est le travail notamment d'Ariane Gilbert et Claire Philippa dans mon équipe, à mettre en association les niveaux de phénol et d'autres perturbateurs endocriniens avec le comportement de l'enfant. C'est les garçons comme les filles à l'âge de 3 ans. Et vous voyez que quand on teste et qu'on cherche à identifier par des outils statistiques ici, qui est l'approche de Weighted Quantile Sum, le mélange le plus clairement associé à des comportements plutôt introvertis ou extravertis de l'enfant, eh bien, on a un certain nombre de substances qui ressortent, dont le bisphénol A chez les filles en tout cas, avec des associations dans les deux sens. Donc, il faut attendre d'avoir davantage d'études chez l'humain avec ces approches de prélèvements répétés, mais il y a une certaine cohérence entre les études très claires chez l'animal et les premiers travaux chez l'humain en faveur d'effets sur le comportement des enfants. Du point de vue de l'apprentissage, à ma connaissance, il y a très peu d'éléments chez l'humain, bien que ce soit suggéré chez l'animal. Ça, c'est le bisphénol A. En fait, il y a d'autres composés dans cette famille des bisphénols, les bisphénols S, A, F, E et autres. Et quant au niveau, avec les tests cellulaires et d'affinité pour les récepteurs, notamment les récepteurs aux oestrogènes, on les teste. Vous voyez, dans ce travail assez intéressant, on se rend compte que le bisphénol A n'est pas le seul à avoir une certaine affinité pour différents récepteurs. Vous voyez, il y en a d'autres qui ont une affinité beaucoup plus forte pour le récepteur ER-alpha, notamment, dans le cas du BPAF ou du BPZ. Et globalement, cette équipe a défini un score de danger potentiel pour les différents bisphénols. Et vous voyez que sur ces hypothèses en lien avec cette affinité pour ces récepteurs nucléaires qui excluent, une fois encore, l'axe thyroïdien, vous voyez que le bisphénol A n'est pas la substance la plus préoccupante de sa famille, et en tout cas, il y en a d'autres qui sont aussi ou davantage préoccupants que lui, ce qui incite vraiment à ne surtout pas considérer les autres bisphénols dans la substitution au bisphénol A, substitution que la baisse de la dose acceptée quotidiennement va pousser les industriels à mettre en œuvre davantage. Donc il ne faudrait surtout pas se tourner vers ces autres composés de la famille des bisphénols, mais vers des molécules totalement différentes et sans affinité avec notamment ces récepteurs. Voilà pour le bisphénol. Je voulais rapidement dire un mot du triclosan, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire. Les diapositives sont disponibles. C'est une autre molécule avec aussi 2 noyaux aromatiques qui est très fortement produite elle aussi, qui a des propriétés antimicrobiennes et qui du coup a été utilisée notamment un temps dans les dentifrices et les savons. Et c'est les derniers usages pour lesquels il est encore autorisé chez l'humain. Ce triclosan a aussi une affinité pour l'axe thyroïdien, enfin une aptitude à perturber l'axe thyroïdien, mais aussi les récepteurs aux androgènes,
à l'œstrogène et d'autres voies de signalisation. Bon, dans nos travaux, on a mis en évidence, et d'autres études l'ont fait, une diminution du périmètre crânien en lien avec l'exposition au bisphénol A, qu'on n'a pas confirmé dans notre dernière étude qui s'appuie sur la cohorte cépage avec les prélèvements répétés. Et vous voyez que le triclosan fait aussi partie des substances associées au comportement de l'enfant, ce qui serait tout à fait cohérent avec cette perturbation de l'axe thyroïdien. Voilà pour l'aperçu, vous voyez, forcément limité des effets de perturbateurs endocriniens sur la santé et sur l'environnement, avec bisphénol A, surtout aujourd'hui, triclosan, DDE, DDT, distilbène, PCB, perfluoré, qu'on a évoqué au cours de ces deux cours. Je voudrais, pour terminer, passer à la question de l'exposition à ces substances. L'exposition à beaucoup de perturbateurs endocriniens est généralisée, en tout cas pour ceux qui sont encore autorisés. Bien sûr, pas le distilbène qui est maintenant contre-indiqué et interdit dans le contexte de la grossesse, mais à la fois des substances interdites comme les PCB parce que leur persistance fait qu'on les retrouve toujours dans l'organisme, qu'ils vont, du fait de leur lipophilicité, être dans le lait maternel, qui vont entraîner une exposition des nouveau-nés. Les composés perfluorés sont autorisés et on a une exposition qui en France est documentée par l'étude Esteban de Santé publique France, dont les résultats vont vous être présentés la semaine prochaine par Clémence Filleul, et dont je voudrais juste dire quelques mots, ici sous l'angle des inégalités sociales d'exposition. Alors, le distilbène, c'était plutôt un problème de catégorie sociale favorisée. C'est plutôt un médicament qu'on a prescrit notamment aux États-Unis aux femmes blanches. Les femmes un petit peu moins, des catégories les moins favorisées aux États-Unis, a priori, ont été moins exposées, donc moins touchées par cette exposition au distilbène. Pour les PCB, il y a quelques données qui suggèrent que l'exposition aujourd'hui touche plutôt des catégories favorisées, notamment parce qu'une des voies d'exposition, ce sont les poissons. C'est la consommation de poissons et qu'il faut avoir les moyens de pouvoir se nourrir régulièrement en consommant du poisson. Donc ça a tendance, dans certains pays, à toucher des populations. L'exposition a tendance à être plus élevée dans les catégories sociales favorisées. Pour les composés perfluorés, il y a aussi une tendance, au moins aux États-Unis, à une augmentation de l'exposition avec les revenus. Donc on n'est pas dans la situation où ce sont les catégories les plus défavorisées qui sont les plus exposées, en tout cas aujourd'hui, à ces quelques perturbateurs endocriniens que j'évoque ici. Pour ce qui est du bisphénol A, l'étude Esteban confirme, avec d'autres études épidémiologiques réalisées dans la cohorte ELF, c'est Esteban pour la partie enfant, ou l'étude Eden, la cohorte cépage, qu'on a une exposition généralisée. Vous voyez, 10% des gens sont exposés à une concentration au moins de 0,9 microgrammes par litre dans l'urine. Le bisphénol est détecté chez 100% des enfants. Ici, c'est des enfants de 6 à 17 ans avec des prélèvements faits autour de 2015. Et quand on regarde le lien avec un marqueur de position sociale, on a une tendance qui n'est pas nette statistiquement à l'augmentation de l'exposition au bisphénol A chez les gens qui sont dans une catégorie de revenus, une catégorie sociale plutôt défavorisée du point de vue des revenus, même si ce n'est pas très net statistiquement. C'est la tendance avec des effectifs relativement faibles. Vous voyez quelques dizaines à centaines de sujets dans chaque groupe. Donc on peut s'attendre à des situations tout à fait contrastées du point de vue des inégalités sociales d'exposition à ces perturbateurs endocriniens, selon les substances, selon les voies d'exposition, selon que ça vienne de l'alimentation, d'autres produits du quotidien, de l'air ambiant, que ce soit ou pas présent dans le lait maternel. Il n'y a pas disons, d'association systématique qui irait dans un sens ou dans l'autre et qui toucherait plutôt systématiquement soit les catégories favorisées, soit les catégories défavorisées. Au niveau de la gestion et de l'impact de ces substances, j'en ai évoqué quelques-unes. On les retrouve en fait dans tous les domaines d'activité et dans tous les secteurs
que ce soit les médicaments, les produits de consommation courante, des produits de combustion, les pesticides. Certaines substances naturelles sont aussi des perturbateurs endocriniens, comme les mycotoxines, donc sécrétées par certains champignons, comme la zéaralénone. On les retrouve partout. On n'a pas beaucoup de listes officielles de perturbateurs endocriniens, en tout cas valables au niveau international. Il y en a une en Europe faite par l'ECA qui, à l'heure actuelle, a une douzaine de perturbateurs endocriniens reconnus, notamment le bisphénol A, quelques phtalates, dont le DEHP, les nonylphénols. Les Nations Unies a aussi une liste, mais on n'a pas d'organisme international qui, comme le CIRC pour les carcinogènes, ferait une liste acceptée par toutes et tous. Donc on a beaucoup de listes officielles, ce qui n'est pas très simple pour faire la synthèse. Du point de vue de l'impact, pour quantifier l'impact sanitaire, il faut des relations dose-réponse chez l'humain. Et donc, ce n'est pas très simple d'avoir une quantification de l'impact de ces substances chez l'humain, puisque, comme vous l'avez vu, on a essentiellement des données très robustes chez l'animal, et notamment pour les substances encore utilisées et non persistantes, assez peu de travaux et des relations dose-réponse robustes chez l'humain. Ce qui ne veut pas dire qu'on a des doutes concernant certains des effets que j'ai évoqués, mais en tout cas, ça nous limite pour quantifier l'impact sanitaire. Il y a un travail intéressant qui a été fait sous la coordination de Léo Trasende de l'Université de New York il y a quelques années, qui s'est appuyé sur ce qui était disponible en termes de perturbateurs endocriniens reconnus ou suspectés et sur les effets les plus nets pour lesquels on avait des relations dose-réponse relativement robustes. Ils ont, dans cette étude, de façon intéressante, pris en compte les incertitudes en pondérant l'impact sanitaire par l'incertitude, de telle sorte que si l'effet était possible mais pas certain, peut-être considéré comme étant probable à 50%, eh bien, l'impact sanitaire était multiplié par 50%, divisé par 2, pour ne pas risquer de surestimer cet impact. Et vous voyez que leur estimation, c'est que si on convertit les effets neurologiques ou métaboliques ou sur la fonction de reproduction masculine notamment, de l'exposition à certains perturbateurs endocriniens interdits mais auxquels on est exposé ou toujours autorisé, ce serait de l'ordre de 163 milliards d'euros chaque année en Europe, avec différentes familles d'expositions qui sont derrière, vous voyez, des pesticides interdits mais toujours présents parce que persistants, ou le triclosan que j'ai déjà évoqué. Donc là, il y a un travail qui n'est pas simple à faire et qui commence juste sur l'impact sanitaire de ces substances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces impacts et limiter les expositions? La vision traditionnelle que je vous ai déjà présentée, c'est celle de remonter la chaîne qui va de la maladie à l'exposition. Beaucoup des effets des perturbateurs endocriniens sont des effets sur la cognition, des altérations du comportement, qui ne sont pas faciles à, entre guillemets, guérir ou atténuer. Bien sûr, on peut soigner certains cancers du sein. C'est encore plus difficile pour les cancers utérins s'ils sont induits par ces expositions, mais ce n'est pas suffisant. En amont, les approches de prévention peuvent concerner les comportements individuels et ce que chacun d'entre nous peut faire au quotidien. Du fait de la multiplicité des voies d'exposition et des substances dans lesquelles on va retrouver des perturbateurs endocriniens, ici c'est juste une illustration des usages anciens pour ce qui est des contenants alimentaires en France du bisphénol A. Vous voyez que ce n'est pas facile de les identifier tous au niveau individuel, d'être conscient qu'on va le retrouver peut-être ici ou là, surtout qu'il n'y a pas d'obligation d'étiquetage de la composition des produits qu'on achète au quotidien, que ce soit dans l'alimentation ou de nombreux autres produits qu'on achète, au-delà des cosmétiques, pour lesquels il y a vraiment un étiquetage de la composition, mais pas d'indication sur le fait que la substance va être ou pas un perturbateur endocrinien ou peut-être un carcinogène. Donc ce n'est pas facile d'imaginer que chacun, dans son coin, va pouvoir réagir, et d'ailleurs il y aurait de fortes inégalités sociales en fonction du temps qu'on aurait à pouvoir choisir au supermarché ou sur le marché la substance la moins contaminée en perturbateur endocrinien. Donc, il me semble que c'est plutôt au niveau du contrôle des activités génératrices d'exposition et de la dispersion de ces substances dans l'environnement que les actions de prévention peuvent être les plus efficaces. L'enjeu est de les contrôler à la source, et c'est la philosophie de la réglementation européenne,
réglementation que je vais évoquer rapidement pour conclure. Alors cette réglementation, elle doit prendre en compte tout ce qu'on a évoqué, à savoir que les hormones agissent à des doses très faibles, que donc probablement les perturbateurs endocriniens, et c'est démontré pour certains d'entre eux, agissent à des doses extrêmement faibles, qu'il y a des mécanismes de rétroaction compliqués dans le système endocrinien et donc des relations dose-réponse complexes pour les hormones et probablement certains perturbateurs endocriniens, que le modèle toxicologique par défaut, et Andreas Kortenkamp y reviendra, est probablement celui de l'addition des doses, c'est-à-dire que pour prédire l'effet d'un mélange, la moins mauvaise option, c'est d'additionner les doses en les pondérant par un facteur de toxicité lié à chaque substance si elles n'ont pas le même impact, en tout cas pour les substances qui ciblent le même organe. Je vais être très rapide là-dessus parce que le professeur Kortenkamp y reviendra, mais vous voyez ici, c'est l'exemple de la relation dose-réponse entre du bisphénol A pour ce qui est de la production de testostérone au niveau du testicule. C'est sur un modèle humain de testicules ex vivo dans l'équipe de Bernard Gégou. Ça, c'est l'effet du bisphénol A tout seul. Ça, c'est l'effet du bisphénol A quand il est présent avec 7 autres substances à des concentrations similaires. Vous voyez que la dose qui baisse par 2 la production de testostérone a été divisée par 10, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si les 7 autres substances anti-androgéniques qui sont présentes dans ce mélange avaient des effets qui s'ajoutaient à ceux du bisphénol A. Donc l'effet d'une substance, a priori, va dépendre de la présence d'autres substances. Et ces effets de mélange, donc ça c'est de la dose addition, n'excluent pas dans certains cas, mais qui ne sont pas forcément très fréquents, des problématiques de synergie telles qu'évoquées la semaine dernière par William Burguet, avec des effets de 2 substances ici, le transnonachlore et l'éthinoestradiol, qui sont pour une dose donnée très faible sur l'expression de certains gènes, et quand on les met en mélange, une multiplication par 50 ou plus de 100 de l'activité du mélange par rapport à l'activité de chacune des substances seules à la même dose. Ça, c'est de la synergie, mais même en l'absence de synergie, la dose additivité incite à bien sûr ne pas ignorer le fait qu'on est exposé à de nombreuses substances à la fois. Alors, la réglementation et les connaissances sur les perturbateurs endocriniens, c'est essentiellement 30 ans de travaux, parce que c'est lors de la conférence de Wingspread qu'on a vraiment prononcé le mot de perturbation endocrinienne et qu'on l'a publié pour la première fois, même si il y avait la synthèse de Rachel Carson dans les années 60 sur les POP et leurs effets sur la faune qui nous alertaient, et puis des travaux dans les années 70 sur les effets des œstrogènes, et une publication sur l'effet des œstrogènes dans le milieu naturel de 1978 ou 1979 de McLachlan, si je ne me trompe pas, qui donc étaient les précurseurs de toute cette prise de conscience sur les perturbateurs endocriniens. L'Europe fait partie des régions du monde où la problématique a percolé jusqu'à la réglementation, d'abord notamment dans la réglementation sur les pesticides de 2009 et 2012. Et nous avons, avec Barbara Domenex, fait une synthèse de cette réglementation dans un rapport pour le Parlement européen, publié il y a 3 ans, dans lequel on passait en revue cette réglementation qui est structurée de différentes façons, avec notamment la directive CLP qui identifie les dangers et qui parle des cancérigènes, des mutagènes et des reprotoxiques, mais pas des perturbateurs endocriniens, et puis différentes directives qui sont plutôt par usage, et notamment celle sur les pesticides où il y avait une mention explicite des perturbateurs endocriniens en tant que famille de substances. On a considéré qu'il fallait au moins 5 éléments pour qu'il y ait une protection efficace de la santé vis-à-vis de la perturbation endocrinienne ou une substance chimique en général. D'abord que le danger qu'on souhaitait réguler, ici la perturbation endocrinienne, mais ce serait pareil pour la carcinogénicité par exemple, soit défini, qu'on ait un document de guidance, de guide qui explique comment appliquer cette définition, des tests aussi qui permettent d'identifier les substances qui satisfont la définition, que ces tests soient exigés dans les dossiers de commercialisation et de mise sur le marché des substances, parce que si le test n'est pas fait, les agences
réglementaires européennes qui n'ont pas les moyens de faire les tests eux-mêmes ne vont pas pouvoir tirer de conclusion sur la nocivité, la dangerosité de la substance. Et puis une logique de gestion du risque, si jamais la substance en question se révélait entrer dans la catégorie de danger. Ces 5 conditions, on s'est rendu compte que dans le cas des pesticides, elles étaient partiellement remplies dans le sens où on avait une définition des perturbateurs endocriniens dans le secteur des pesticides, un document guide de l'ECA et l'EFSA publié peu après cette définition publiée et finalement acceptée en 2018, qui avait une logique de gestion très claire dans les pesticides, à savoir que les pesticides, les produits de protection des plantes, comme on dit parfois, qui contiennent des perturbateurs endocriniens et des carcinogènes d'ailleurs, et des mutagènes et des reprotoxiques, ne doivent pas être mis sur le marché, sauf si l'exposition est négligeable. Donc là, on a une logique de gestion claire. Si j'identifie une substance perturbatrice endocrinienne présente dans un pesticide, à moins que l'exposition soit négligeable, le pesticide ne peut pas être autorisé. En revanche, pour les tests, il ne nous semblait pas couvrir de manière efficace l'ensemble des modalités de perturbation endocrinienne, et notamment celle de l'axe thyroïdien. Et ces tests sont aussi assez peu exigés, notamment ceux des modalités mal couvertes, dans les dossiers d'homologation des substances. Donc on a une certaine protection vis-à-vis des perturbateurs endocriniens dans les pesticides qui n'est pas parfaite. Dans les autres secteurs, par exemple les produits chimiques REACH, on n'a pas de définition légale des perturbateurs endocriniens. Alors l'ECA s'appuie sur la définition de l'OMS. Il n'y a pas de document guide. On a la même problématique concernant les tests et les exigences de tests, et il n'y a pas de logique de gestion forte et claire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça va peut-être changer. Si jamais une substance d'usage commun est identifiée comme perturbatrice endocrinienne dans ce secteur des produits chimiques REACH qui exclut les pesticides et les médicaments notamment. Donc on n'est pas dans une situation très efficace du point de vue de la protection des perturbateurs contre les perturbateurs endocriniens dans REACH, en tout cas d'une protection des perturbateurs endocriniens globalement, ce qui ne veut pas dire que substance par substance, il n'y a pas des valeurs limites qui sont adoptées. Notre synthèse, elle est ici, c'est que selon les secteurs, il y a une grande hétérogénéité dans l'efficacité de la réglementation. Le rouge, c'est les situations qui ne sont pas satisfaisantes, l'orange, c'est intermédiaire, et le vert, c'est plutôt satisfaisant. Et vous voyez que c'est guère que pour les pesticides qu'on est dans une situation plutôt satisfaisante. Et on a donc conclu que la réglementation n'était pas homogène entre les secteurs, ce qui est problématique parce qu'on peut être exposé à certaines de ces substances via plusieurs secteurs. Donc, voilà pour les conclusions de ce rapport sur la réglementation. Le Parlement a entendu ce rapport et a enjoint la Commission à le suivre dans une de ses dernières sessions en 2019. Et la nouvelle Commission a mis en avant une nouvelle logique de gestion des dangers liés aux substances chimiques avec des nouvelles feuilles de route. Et dans les premiers éléments publiés, qui sont des éléments indicatifs, sur lesquels la Commission travaille, il y a notamment la mise en avant d'une approche générique de gestion du risque qui consisterait à gérer les substances par groupe, par catégorie de danger, et donc à traiter de manière homogène tous les perturbateurs endocriniens, tous les cancérigènes, à partir du moment où ils sont identifiés comme faisant partie de ces catégories. Ça, ce serait une logique qui aurait le mérite de la lisibilité. Les agences identifient les substances qui font partie d'une catégorie de danger, nous disent ça c'est un perturbateur endocrinien, ça c'est peut-être un carcinogène. Et puis, pour les grandes catégories de danger, on a une gestion homogène dans tous les secteurs, c'est-à-dire que si je considère qu'il faut interdire les perturbateurs endocriniens ou les cancérigènes dans les pesticides, on va les interdire dans les autres grands secteurs qui entraînent une exposition humaine, comme les cosmétiques peut-être, ou les additifs alimentaires. Ça, c'est le chemin qui sera peut-être indiqué, pris par la Commission européenne. En tout cas, c'est ce qu'indiquent ces documents de travail, avec une gestion homogène pour les grandes catégories de danger, les carcinogènes, les produits persistants, les neurotoxiques ou les perturbateurs endocriniens. Voilà. Vous voyez qu'on a, en discutant ce nouveau concept, enfin relativement nouveau, qui a maintenant plus d'une trentaine d'années de perturbations endocriniennes, passé en revue des substances qui peuvent
interagir avec notre système endocrinien à différents niveaux, que ce soit avec la synthèse des hormones, par exemple le DDT qui va influencer la synthèse des prostaglandines, sur le transport ou le métabolisme des hormones, dans le cas par exemple des PCB qui affectent le métabolisme hépatique des hormones thyroïdiennes, ou l'interaction avec les récepteurs nucléaires, dans le cas de très nombreux perturbateurs endocriniens, comme le distilbène ou le bisphénol A. Ce concept de perturbation endocrinienne fait émerger une nouvelle catégorie de dangers, identifiée donc dans les années 90, en s'appuyant sur de nombreuses disciplines fondamentales et très appliquées, de l'endocrinologie à la biologie moléculaire, à la toxicologie, à l'épidémiologie. De nombreuses substances ont été identifiées comme pouvant altérer ce système endocrinien à différentes étapes donc, du fonctionnement de ce système, comme je viens de l'évoquer. Différentes modalités endocriniennes peuvent être altérées, la voie œstrogénique, androgénique, la voie des hormones thyroïdiennes, des glucocorticoïdes. Les effets sanitaires qui peuvent en résulter sont extrêmement variables du fait de la variété des fonctions, de la diversité des fonctions de ce système endocrinien, du fait de son interaction très forte avec le système nerveux et aussi de son dialogue fort avec le système immunitaire, le métabolisme. Bien sûr, les effets peuvent s'observer dans des expositions à différents âges de la vie, et notamment dans la période précoce, de la vie précoce, mais ce n'est pas la seule période à laquelle on observe des effets des substances agissant comme perturbateurs endocriniens. Bien sûr, les substances qui sont reconnues comme perturbateurs endocriniens peuvent affecter la santé par d'autres voies que la perturbation endocrinienne. Il n'y a pas de raison qu'une substance soit uniquement un perturbateur d'une voie endocrinienne bien spécifique. Et à l'heure actuelle, il n'est pas possible de dire le nombre de perturbateurs endocriniens officiels, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'agence en charge de cette identification officielle, mais on a très clairement plusieurs dizaines de perturbateurs endocriniens certains et plusieurs centaines de perturbateurs endocriniens suspectés dans de nombreux domaines de notre vie de tous les jours. Problématique qui a été reconnue par la réglementation, en tout cas au niveau européen, en visant une minimisation de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens et en affichant de plus en plus une gestion du risque qui s'appuie non pas sur la promulgation de valeurs limites, mais sur une restriction des usages, une logique qu'on peut appeler basée sur le danger, comme on l'a dans certains secteurs pour les produits cancérigènes qui, d'une certaine façon, constituent une problématique similaire. Voilà, ce qui ne veut pas dire que la protection est parfaite, et notamment tant qu'on n'aura pas de tests efficaces qui couvrent bien l'ensemble des modalités endocriniennes, et tests qui seraient obligatoires, eh bien, on ne peut pas être certain d'être bien protégé contre ces perturbateurs endocriniens, dont on découvre de nouveaux exemples chaque année. Merci beaucoup pour votre attention, et on va tout de suite passer la parole au professeur Andreas Kortenkamp. Merci.